messieurs, bonsoir et bienvenue. Votre décryptage de ce dimanche, le décryptage de l'actualité qui vient boucler donc cette série d'émissions politiques de ce dimanche 1er novembre. Et bien évidemment, le décryptage, c'est avec le consultant politique à ETélé, Agapit Napoléon Maforican, consultant médias communication, expert électoral et expert en gouvernance. Agapit Maforican. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, ça boucle la série des émissions politiques. Donc, bonsoir à tous nos téléspectateurs et sans doute, ils nous ont été fidèles depuis le matin. Et salut à eux. Dimanche de Toussaint. J'espère que chacun a eu l'occasion de penser à ses saints, vivants ou décédés, et que les moments de recueillement ont pu avoir lieu. Voilà. Absolument. Alors, comme je le disais, le décryptage qui vient donc boucler cette série d'émissions politiques, et vous avez bien évidemment suivi l'entretien avec l'honorable Okonlola. Un mot par rapport bien évidemment du choix du bloc républicain. On y reviendra certainement. Sans doute parce que c'est quand même l'actualité. Le député Okonlola, qui est l'un des maîtres d'œuvre de la réforme du système partisan, l'un des maîtres d'œuvre des réformes portées par le président Talon, je pense qu'il a expliqué un peu le choix du BR. Un choix qui paraît tellement évident quand vous les écoutez, quand on a écouté dans la semaine l'honorable Bien. général Bien, Robert Bien, et là aujourd'hui avec Okonlola, je pense que le BR assume son choix. Absolument. Et sans doute est déjà prêt pour le combat. Voilà. Et justement par rapport à ce choix, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous l'avez dit, c'est une évidence, mais le timing. Oui, je l'ai dit sur ce plateau, le timing, c'est normal. Nous sommes dans le temps, on est dans le tempo comme on le dit. Parce que depuis juin, quand les gens commençaient par, les mouvements commençaient, on a dit, mais qu'attendent les partis politiques? Est-ce que les partis ne sont pas dépassés? Non, les partis avaient leur temps de faire les universités vacances, de faire leur rentrée politique, et donc de se projeter dans la nouvelle année politique qui doit être marquée par la présidentielle. Et donc, on est en octobre, fin octobre, début novembre, donc le choix du BR qui est intervenu en fin novembre, fin décembre, fin octobre, et n'est que le choix du bureau politique. Absolument. Il y a encore les instances. Donc ça va nous conduire vers la mi-décembre. Et donc nous sommes dans on est dans le timing. Le Moël Bénin, UDBN, qui peu ou prou, hein, Moël Bénin clairement, UDBN peu ou prou, ont pu le dire tôt, parce que ce n'est pas des grands partis. Ils n'ont pas l'envergure de BR et de l'UP. Le dire après le BR et l'UP, leur aurait, déjà on aurait dit, ils n'avaient pas le choix. Donc, lorsque vous voyez, c'est d'abord les mouvements qui n'ont pas vraiment une assise, une existence réellement politique. Ensuite, c'est parti Moël et UDBN, peu ou prou, parce que UDBN a dit, si les candidats, on le soutiendra. Mais là, maintenant, le BR, c'est l'un des partis représentatifs au Parlement et donc sur l'échiquier politique national. C'est l'un des partis, fruit donc de la réforme du système partisan, qui de manière claire se lance dans la bataille et choisit Patrice Talon comme son candidat. Là, on peut dire les associations, les mouvements, l'UP et le BR, les associations, les mouvements, Moël Bénin, ils ont trouvé un bon allié qui est le BR. Donc, le tempo, à mon avis, le timing est bien géré. C'est le Conseil national du bloc républicain qui va donc entériner cette décision du bureau politique. Le Conseil national va l'entériner et sans doute les militants vont le valider au cours d'un congrès ou bien d'une séance d'investiture du candidat. En principe, c'est un peu ça le cheminement. Mais l'organisation interne du BR est propre à lui, donc on verra bien. Mais qu'en est-il alors des autres partis politiques, puisque quand on parle de formation politique, il y a également l'Union progressiste qui est l'un des partis favorables au gouvernement en place. Est-ce que l'UP est en retard? L'UP n'est pas en retard. L'UP et le BR ont deux manières différentes de fonctionner. Et lorsque vous regardez, comme je vous ai dit, les plus petits se prononcent avant les plus grands. Vous allez voir. Donc, je voulais parler donc de Moël. Mais quand vous regardez UP et BR, qui a intérêt à le dire plutôt? C'est le BR. Le BR, pour deux raisons. Il y a une raison subjective et une raison objective. La raison objective, c'est qu'elle a moins d'envergure que l'UP. Ça veut dire quoi? Elle est moins représentée au Parlement, c'est la minorité parlementaire. Elle est moins représentée au niveau donc des maires et conseillers élus, des conseillers élus. Et donc, sur les deux élections, le BR vient après l'UP. C'est la deuxième partie, c'est la deuxième force politique nationale aujourd'hui.
laisser l'UP lui ravir la vedette voudrait dire qu'il n'a pas le choix. Normalement. C'est la même dynamique qui a conduit le Moël Bénin à aller plus vite. Laisser l'UP, c'est comme s'il n'a pas beaucoup de choix. Alors, le BR, deuxième force politique, se lance plutôt en disant, nous le choisissons. Qu'importe si l'UP le fait ou pas. L'UP ne peut pas ne pas choisir Patrice Talon comme candidat. Et je vais vous le dire tout à l'heure. Alors, la deuxième raison subjective, c'est celle-là, c'est que, vous savez, le positionnement géographique de l'UBR est tel que son choix est un choix symbolique et un choix énorme dans la lecture politique, donc de notre dans la lecture géopolitique nationale, c'est que on positionne le BR au nord, à tort peut-être, à tort, mais les grosses cylindrées politiques du nord, de la partie septentrionale de notre pays, sont au BR, notamment Ablaye Biotchane, lui est l'un des candidats à la présidentielle, aux deux dernières présidentielles, et Robert Bian, l'un des candidats aux deux dernières présidentielles, et Rachid Badamassi, comment on l'appelle, Kassa, l'ancien ministre Kassa. Donc, vous regardez un peu et vous descendez vers les collines, vous allez voir justement l'honorable Okunlala dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que comparaison n'est pas nécessairement raison, et dans le cas d'espèce, on peut ancrer, on peut me dire que Sakalafia est de l'UP et qu'il est de la partie septentrionale. Mais on dirait également que le ministre Woussou est du BR, et Adissa Matis est du BR, et comment on appelle le ministre de la Culture. Abibola, donc tout ça, c'est vrai. Mais quand vous regardez l'ancrage, aujourd'hui, le visage politique, la personnalité la plus remarquable, les deux personnalités politiques remarquables aujourd'hui, après Sakalafia ou avant, c'est Ablaye Biotchane. Et donc, il est du BR. Que le BR choisisse, pas Ablaye Biotchane. Le BR présidé par Ablaye Biotchane. Qu'il ne choisisse pas Ablaye Biotchane, mais Patrice Talon, sur le plan politique, c'est un coup énorme qui, lui, subjectivement, montre clairement que les blocs, les deux partis que nous avons, qui ont été créés sous le président Talon, continuent de penser, c'est ma lecture, que nous sommes toujours dans une transition et qu'il faille laisser Patrice Talon poursuivre le job. Ça veut dire simplement qu'on doit pouvoir attendre que l'UP fasse la même chose. En attendant donc cette sortie de l'Union progressiste, il y a cette question du vice-président qui fait débat au sein de l'opinion. Le BR dit qu'il aura son mot à dire quand le choix se fera. Qu'est-ce qu'il faut comprendre simplement? Alors, c'est là peut-être tout l'enjeu actuel. Parce qu'en réalité, pour la présidentielle, à la lecture de l'analyste, il y a plus de grands enjeux. Et je vous ferai remarquer que globalement, dans notre pays, depuis 1990, où notre constitution finit par aller au bout et on va d'élection en élection, je ne parle pas de la loi fondamentale de 77 avec le PAPB, mais je parle de 90, vous allez voir que en dehors de l'incident, de l'accident Soglo, et ça je le dis, c'est un épiphénomène, et on peut revenir là-dessus parce que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets si on se réveillait, parce que Soglo a été victime de la cabale de la classe politique, qui n'est pas conscient des enjeux du système de l'époque, qui n'était pas conscient, qui n'était mu que par ses propres intérêts, ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui chez beaucoup de personnes. Soglo, venant nouvellement à la tête d'un État totalement décrit, totalement rasé, moralement à terre, financièrement sec, c'est pas sur le plan humainement pas mal en point. Soglo a eu du mal à remotiver la troupe parce que la troupe, à la base, était motivée par le travail. Mais l'élite était motivée par ses propres intérêts. Et comme Soglo n'était pas en mesure de leur donner ce qu'ils voulaient, il y a eu une coalition qui allait rechercher Mathieu Kérékou. Et donc, Soglo était victime de ça en 1996. Et donc, quand vous regardez bien l'équilibre actuel, vous allez voir que Patrice Talon, honnêtement,
pratiquement poursuit le travail de Soglo. C'est-à-dire, l'œuvre de bâtisseur que Soglo a entamé en 90, c'est le président Talon qui le fait, mais avec beaucoup plus de maestria, beaucoup plus de méthode, beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de vivacité et beaucoup plus de rigueur, je veux dire, qui fait mettre les gens au travail. Et donc, quand les gens voient ça, ça ne leur plaît pas du tout. Donc, ce qui se passe aujourd'hui pourrait nous rappeler 96. Mais la seule différence est là. Et la seule comparaison est là. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, ces deux blocs, et ce que je viens de dire sur le BR, vous vous rendrez compte que la classe politique est beaucoup plus éveillée. Et qu'autour du Parti Talon, un bloc politique, le bloc politique est tellement engagé à avancer avec les réformes. Et puisque le bloc politique de Moël Béné à UDBN, de UP au BR, et tous ces jeunes mouvements qui le soutiennent ici et là, je pense qu'on est loin, et on sera loin de la situation de 1996. Alors, donc, l'enjeu est où alors? L'enjeu est au niveau du vice-président. Oui. Et ça, il peut avoir bataille. Il peut avoir bataille parce que j'ai entendu, quand vous écoutez bien, vous écoutez Okonlala, vous avez l'impression que, bon voilà, ça va se jouer avec eux. Oui, ils ont raison de le penser. Pourquoi pas Blaise Biotchani, 68 ans, bientôt 69 ans, il a tout, il a toute la carrure. Et il ne sera pas un VP gênant. Puisque de toute façon, il ne peut pas être le dauphin. Après, il a déjà l'âge, 70 ans, qui va le frapper en 2026. Il est peut-être le parfait vice-président. Hein, il a tout. Ministre d'État sur les 5 années, j'espère. Il a déjà fait plus de 4 ans. Et ancien de la BCAO, ancien du FMI, ancien de la BOAD. Il a tout pour être aux affaires. Ancien ministre des Finances du pays, Mathieu Kérékou. Donc, c'est pour dire que quand vous regardez le profil, il a tout pour l'être. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et bon, j'avais ajouté encore tout l'élément subjectif, le positionnement régional. Oui. Puisqu'on parle du nord et du sud. Depuis Patrice Talon, on a compris que cet élément n'est pas nécessairement fondateur, mais c'est quand même un élément sur lequel le sociologue peut avoir un regard, que l'analyste ne peut pas balayer du revers de la main, mais ça ne s'impose pas au chef de l'État. Donc, quand on regarde, oui, le BR peut avoir son mot à dire. Et quand on parle comme je le dis, Blaise Biotchani remplit plus de critères parce que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas en mesure d'être un dauphin. Donc il ne peut pas perturber le mandat de l'autre. Et il n'est pas... parce qu'il aurait été frappé par l'âge, par la limite d'âge. Donc du coup, en 2026, il ne pourra pas être candidat. Il va être candidat. Ensuite, il a un tempérament, à mon avis, qui peut faire le job. C'est pas un agité, c'est pas quelqu'un de virevoltant, c'est un homme pondéré, c'est un homme de dossier. Donc, on peut le dire, et il a l'avantage de la géographie. Mais, est-ce que son choix est le choix du Patrice Talon? Voilà, c'est là la grande question, effectivement. L'UP peut avoir son choix, comme le BR veut, comme le Moël voudrait. Mais pourquoi pas moi, UDBN. Et pourquoi pas la grande masse de mouvements qui soutient. Donc, tout ça voudrait sans doute. Peut-être qu'il y a des noms. Peut-être qu'ils suggéreront des noms au président. Mais le dernier choix reviendra au candidat. Parce que ni la Constitution, ni le Code électoral n'a prévu le mode de désignation du colistier. C'est un duo qui va à l'élection. Tout simplement, voilà ce qui est. Donc, ils sont élus ensemble. Ils ont un mandat global ensemble. Et après, il y a un certain nombre de détails, la gestion. On peut destituer le vice-président à un moment donné. Le vice-président, il faut le dire, n'a pas un rôle exécutif. C'est vraiment exactement comme vous regardez les États-Unis, c'est pratiquement ça. Vraiment ça. Parce que là, je demande toujours à des amis, est-ce que vous connaissez le nom du vice-président des États-Unis? Pas vraiment, parce que il n'est pas aux affaires. On ne le voit pas. On ne le voit que si l'autre le veut. Donc, il n'est actif que quand le président de la République l'envoie en mission, tant au niveau national qu'au niveau international. Il n'a pas de rôle exécutif. Il ne siège pas au gouvernement. Il n'est pas président d'une institution. À la limite, on peut l'envoyer à la grande chancellerie, parce que la grande chancellerie, c'est le grand maître national, c'est le président de la République. Il est le grand maître national, grand maître de l'ordre national, grande croix. Donc, le chef de l'État nomme le grand chancelier qui confère
les médias, qui confèrent les distinctions au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui sont conférés. Donc, le vice-président peut, voilà, faire ce job parce qu'il le fait au nom du président de la République et le job n'a rien de politique. C'est le Conseil de l'ordre qui se réunit, qui propose le chef d'État intérim et le grand maître, et par délégation, pour faire le travail. Il peut le faire. Il peut être médiateur de la République, par exemple. C'est une fonction également où, encore que le médiateur de la République a déjà une fonction déjà beaucoup plus active qui peut déjà mettre en conflit. Je pense que la meilleure chose qui peut lui arriver, c'est la grande chancellerie. En dehors de ça, je pense qu'il faut lui trouver un gros village qui peut entretenir des fermiers en attendant peut-être que le mandat finisse. Alors, Agapit, parce que, je voudrais, oui, je finirai, parce que moi, je veux rêver que nous n'aurons pas de situation où le vice-président va remplacer le président de la République. On priera pour que le chef d'État qui prend fonction le finisse toujours. Parce que la finalité du vice-président, vous pouvez me demander, mais finalement, à quoi sert le vice-président? J'y venais. Puisque la question suivante, c'était de savoir, est-ce que cette expérience, elle était nécessaire? Puisque certaines personnes la regardent, cette expérience, bien évidemment, comme budgétivant, un poste qui est sans intérêt. Et voilà. Oui, il est peut-être budgétivore, mais comme ils ont dit, il suffit de sauter un poste qui existe actuellement et de mettre le vice-président à ce niveau. Il suffit de réduire un certain nombre de coûts de certaines institutions. Je pense qu'en la matière, le président Talon a une idée claire de là où il va. Je pense qu'en 5 ans, il a démontré. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que le budget national souffrirait. Rien qu'en regroupant les élections, qui est la raison fondamentale de la création de ce poste, le regroupement des mandats, l'alignement des mandats, je dirais que nous ne soyons plus en période électorale sur 5 ans. Que nous soyons, dès qu'on a fini un cycle, qu'on attende encore 5 années. Et donc, si par l'extraordinaire, le président de la République en activité dit, vraiment, je suis fatigué. Le job ne me plaît plus. Je ne suis plus motivé. J'ai envie d'aller m'occuper de mes petits-enfants ou de mes tout petits-enfants. Alors, en fait, j'ai choisi le meilleur. Donc, il quitte le job. Et au lieu qu'on aille aux élections, qu'on fasse une nouvelle présidentielle dans 60 jours, c'est le vice-président qui termine le mandat. Voilà la finalité. En fait, c'est la raison pour laquelle quelqu'un va me dire, mais tout ça pour ça, mais pourquoi pas? Parce que l'alignement des mandats permet de réduire des coûts, de ne pas limiter la productivité. Dès qu'il y a une élection, on produit moins. Oui. Tout le monde est en campagne électorale. Les tensions, les crises, les blocages. Donc, tout ça, on peut en faire économie. Donc, le poste de vice-président n'est pas budgétivore. Il ne le sera davantage pas parce qu'il va se substituer à un poste sans doute existant qui n'est pas aussi fondateur, qui n'est pas aussi fondamental. Et comme je vous l'ai dit, le moins problématique, c'est la grande chancellerie. Parce que, comme je vous dis, c'est une institution, pas de la République, mais c'est une institution rattachée à la présidence de la République. Parce que le grand chancelier, le grand maître, c'est le chef de l'État, c'est lui-même. Donc, le vice-président peut faire ça. Et ce n'est pas une façon politique, c'est vraiment tranquille, cool. Les dossiers arrivent, le conseil étudie les dossiers, propose au chef de l'État, c'est lui qui nomme. Donc, en la matière, ce poste, c'est que le vice-président prend, je pense que ce sera avec quelques avantages en plus que le grand chancelier d'aujourd'hui n'a pas, et donc ça doit pouvoir y aller. Donc, on pourrait voir, on n'en sait rien, ce sont des projections, un ministère enlevé, et si ce poste de vice-président... Pourquoi vous voulez que je dise Toujours pas, je m'inquiète pour le budget national. Non, le budget ne souffre pas. Regardez d'ailleurs le budget de la grande chancellerie. Par exemple, je n'ai rien contre la grande chancellerie, mais comme je dis, c'est le moins problématique. Donc, regardez le budget de la grande chancellerie, il suffit simplement de l'augmenter un peu à la hauteur de la taille du cabinet du vice-président. Et qu'on fasse certains coupes ici et là, et puis bon, le problème est réglé. On peut rester dans les mêmes dépenses d'aujourd'hui. On peut me mettre encore moins que les dépenses d'aujourd'hui et assurer. Mais ce que vous devez. Une élection nous coûte au bas mot, 15 milliards de francs CFA. 15 milliards. Donc, si on peut faire économie de ces élections, déjà l'alignement des mandats nous fait économie de ces coûts. On a fait les élections communales cette année. Oui. Il faut qu'on voit les coûts. On a fait les législatives l'année dernière. Il faut voir les coûts. Il y a des coûts réels, mais il y a les coûts induits, il y a les autres coûts. Hein?
les coûts, c'est-à-dire l'absence de la réduction de la productivité, la dispersion des efforts, tout ça est quantifiable. Or, avec l'aliment de mandat, nous gagnons quelque chose. Ce que nous gagnons est déjà de loin mieux de... Même si le vice-président doit coûter autant que le président de la République, nous gagnons toujours parce que l'aliment de mandat nous fait déjà gagner ça. Le fait de ne pas faire 3 élections en 5 ans, c'est déjà une manière de gagner. Regardez, en 2011, en 2021, ça fait 10 ans. On aura fait 2011, c'est l'année où on a regroupé, enfin, que le jeu des années et des mandats nous a conduit à faire les 2 élections la même année. On l'a fait en 91, la législative et la présidentielle. On l'a refait en 2011. En principe, on devrait le refaire en 2000. Voilà, donc après 2011, ça devrait pouvoir être 2031 par exemple. Donc, vous voyez. Donc, or, entre 2011 à 2021, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les élections locales et communales en 2013. On a fait les législatives en 2015. On a fait la présidentielle en 2016. On a fait les législatives en 2019. On a fait les communales en 2020. On va faire la présidentielle en 2021. Regardez, un peuple qui est pauvre, qui travaille peu, qui n'a pas de ressources que celles provenant des impôts et quelques matières premières que nos paysans travaillent ici et là. On ne peut pas se permettre d'être constamment en période électorale. Et donc, il faut comprendre l'alignement des mandats. Elle, donc, était nécessaire, tout le monde l'a souhaité, nous y sommes. Et c'est cette raison qui a fondé ce poste. Donc, quand il n'y a pas de budgétivore, il faut qu'ils comprennent réellement pourquoi ce poste existe. Il n'existe pas pour faire le plaisir à quelqu'un. Le président, aucun candidat n'a besoin d'un colistier pour être élu nécessairement. Mais aujourd'hui, et encore, c'est mieux de n'avoir pas de colistier. Parce que vous connaissez le système. Celui qui est derrière a envie de prendre votre place. Voilà. Et ça, c'est un système. Peut-être qu'il va prier en sourdine. Voilà, mais bon, pourquoi pas mon tour. Donc, on verra. On espère que les membres de nos ancêtres et tous ceux qui nous sont supérieurs ne permettront pas à des vice-présidents d'avoir ces idées pas nécessaires et que même s'ils les avaient, qu'elles ne se réaliseront pas. Parce qu'on a besoin de nos présidents. Ici, ils sont élus, ils doivent garder leur mandat, sauf si la volonté du divin est autrement. Donc, voilà globalement, hein, mis à part cette digression, c'est que le poste n'est pas budgétivore, il est réel, il est utile dans la logique de l'aliment des mandats. Alors, la vice-présidence, n'est-ce pas un espoir pour les femmes de se retrouver au palais de la Marina au Bénin? Ah, voilà qui m'a fait plaisir à Claudine Présidentiaux, par exemple. Bon, en fait, c'est pour faire un clin d'œil à la présidente de l'UDBN, parce qu'elle se bat, se débat depuis des années, elle est au front, tout ça, elle aurait bien voulu. Et je regarde aussi Ouenoussou, notre première femme candidate à l'élection présidentielle, Marie-Elisabeth, même si elle a disparu. Mais il y a beaucoup d'autres braves dames. Dommage, Madame Olivia Soglo n'a plus l'âge, peut-être d'y espérer. Une brave dame combattante, militante aussi, qui a fait de très bonnes impressions. En tout cas, comme femme Amazon, femme de poigne, femme de caractère. Je ne pense pas qu'on en ait connu beaucoup comme dans la trame de Rosine Vieira Soglo. Bon, j'ai voulu juste rendre hommage à toutes les dames qui se débattent sur la scène politique. Je l'ai dit. Vous savez, la vice-présidente, on doit dire pourquoi pas un jeune. Bon, comme nous sommes dans une logique de promouvoir la représentativité. Voilà, donc, jeunes, femmes, hommes, vieux, je pense que tout ça concourt à l'édification de la société. Notre président est jeune ou il est vieux? Alors, qui sait? Ça dépend. Il entre progressivement dans le 3e âge aussi. Enfin, ouais, c'est un sexagénaire, oui, c'est vrai. Mais si être jeune, c'est 7 ans, 77 ans, donc il est encore jeune. Bon, donc, il peut prendre quelqu'un d'un peu plus âgé que lui, pourquoi pas. De femmes, il peut en prendre. De jeunes, il peut en prendre. Alors, laissons-lui la main et analysons un peu autour. Pour le moment, on ne connaît pas encore les candidats proposés par les partis. On ne sait pas encore son choix, mais une femme, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit, on en a eu de braves. Il y en a encore sur le terrain aujourd'hui.
Et donc, vous regardez ici, vous regardez là, vous le voyez. J'ai pas envie de parler déjà de l'épouse du président, déjà qui très discrètement fait du très bon travail sur le terrain. Mais bon, elle n'aime pas trop faire parler d'elle, donc on zappe. Mais c'est pour dire que sous leur talent, on a quand même eu des femmes qui se montrent à la scène. Avant lui, et depuis le renouveau démocratique, on en a connu. Avant le renouveau démocratique, on en a connu de braves aussi. Rafiatou Karim, paix à son âme. Voilà, Madame Aoyo, Véronique, paix à son âme. Madame... Donc, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Sur Kérékou, on a eu beaucoup également qui ont fait leur preuve et qui méritent peut-être aussi une dignité, d'être élevés à cette dignité-là. Pourquoi pas? Je pense que aujourd'hui la société, elle est une, à mon avis. La discrimination positive a son effet de mettre en valeur celles qui se battent et qui méritent d'être mises devant, alors que les pesanteurs sociales les descendent. Donc, si le chef de l'État ou le système politique actuel a envie de mettre en valeur une femme qui se bat déjà en guise d'exemple, pourquoi pas. Donc moi, j'ai rien contre. Je suis pas absolument féministe, je suis pas nécessairement combattant des causes, mais je reconnais aux braves dames qui se battent leur combat et on peut les aider à grandir. Et donc voilà une possibilité par ailleurs. Mais si moi je devais choisir, c'est pas évident que je regarde du côté de dame. Ça notait à Gapit. Vous comprenez que c'est pas moi qui choisis. Je suis trop loin de là où je choisis. Heureusement, c'est pas vous qui choisissez. Pour 2021 en tout cas. Parce que mes trois candidats, comme je vous l'ai dit, si je devais choisir, c'est Claudine Prudencio, c'est Wenoussou. Et c'est Aroline Biarasoglo. Aroline, elle a déjà un certain âge, un peu fatiguée. On plaidera toujours pour elle. UDBN, bon, elle a été récalcitrante, elle n'a pas rejoint le grand rang des grands mouvements. Donc, bon, on peut la sanctionner si on veut. Et puis, Wenoussou, elle est discrète depuis un temps. Alors, donc, ça, c'est moi qui parle. Donc, c'est le côté un peu digression de la chose, mais comme on dit, celui qui fait son choix, c'est Patrice Talon, et il sera choisi. Voilà. Capitaine Napoléon Mafourican, consultant politique. L'autre actualité de cette semaine, c'est bien évidemment la date du 26 octobre. Ah oui, le 26 octobre, je pense que j'ai déploré que cette date ne soit pas, que cette date souvenir ait été sacrifiée à la fin de la conférence nationale. Je ne sais pas quel âge vous avez, je ne sais pas si vous avez connaissance, si on vous a appris, vous, à l'école le 26 octobre 72. Je ne sais pas si vous avez appris les Trois Glorieuses, par exemple. Parce que, pour l'histoire, nous devons connaître ces dates. Parce que on doit relire le passé, relier le passé au présent pour mieux bâtir le futur. Or, quand vous dites 26 octobre 72, les gens vont vous regarder pour dire que c'est Mathieu Kérékou. Non, ce n'est pas que Mathieu Kérékou. C'est la révolution, c'est la fête de la révolution. C'est l'avènement de la révolution qui a permis de mettre fin à ce qu'on appelait à l'époque les régimes de démission, c'est-à-dire des coups d'État successifs. Un pays qui veut se bâtir, comment il peut en 12 ans connaître pas moins d'une demi-douzaine de coups d'État, 6 coups d'État en 10 ans. C'est beaucoup. Aucun en 12 ans. Aucun mandat n'a jamais été à son terme. De 60 à 72. Aucun. Ensuite, aucun développement, aucun plan n'a été conduit. Un pays divisé en nord, centre, sud. Que les gens tentent d'ailleurs de ramener, heureusement que les grands blocs politiques aujourd'hui nous évitent cela. Tout à l'heure, quand j'ai dit tel est son ancrage, en même temps, j'ai montré qu'en bas, ici, au sud, il y a encore plein de personnes. L'autre qui est ici au sud, au nord, il y en a encore d'autres. Donc, heureusement que le pays aujourd'hui n'est plus parti du sud, parti du nord. C'est déjà heureux. C'est déjà heureux, c'est déjà beaucoup mieux que les expériences précédentes. Mais ne pas parler du 27 octobre, c'est mauvais. C'est dangereux. C'est même incroyable, à mon avis. Parce que l'histoire ne s'efface pas. Le 27 octobre 1972, un groupe de jeunes militaires a pris le pouvoir. Et à la fin, c'est la voix de Mathieu Kérékou qui faisait la proclamation, a dit « Vive l'armée, vive la révolution ». Deux choses, l'armée et la révolution. L'armée a décidé de prendre le pouvoir parce qu'il y avait un système qui perdurait. C'est le monstre, ce que Mathieu Kérékou appelait le monstre à trois têtes. C'est-à-dire, trois braves patriotes, béninois sans doute,
mais autour desquels le pays s'est sectarisé. Et donc, eux-mêmes n'ont rien fait pour empêcher. Et ils ont entretenu ce système. Quand ce n'est pas moi, quand ce n'est pas moi, les deux autres doivent échouer. Et quand moi je m'allie à un autre, l'autre dit quand ce n'est pas moi, les deux, donc ils échouent. L'armée a dit bon ok, on vous met ensemble. Mais en les mettant ensemble, ce n'était pas non plus le calme. De 70 à 72, sous l'ère Magar et mai 70, mai 72, il y a eu des tentatives de coup d'État. Il y a eu des complots. On s'est dit, mais attends, quand même, ils sont ensemble et pourtant. Alors, à l'arrivée de Aoma Degbe en mai 72, les gens ne l'aiment pas trop. C'est un homme de rigueur également, un type extra rigoureux, très patriote, très humble, pas trop porté sur l'argent. Et donc, moins jouisseur que les deux autres, quand même, moins jouisseur que les deux autres. Et donc il favorise pas la bouffe aussi facilement. Donc son avènement n'a pas plu. Et donc, voilà. Les gens ont commencé, les complots sont poursuivis jusqu'au moment où, voilà, l'armée a décidé de mettre fin à tout ça. Alors, on a soutenu l'armée étrangère, on a soutenu ça. Mais c'est que ce régime a pu se maintenir grâce au soutien des jeunes. Et là, ce régime est venu avec le soutien des jeunes, de la jeunesse, de l'époque. Les brûlants Moussou, qui sont aujourd'hui les octogénaires, vous leur questionnez, ils sont là. Et il y a Abou Chelebert, il y a Dassundo Gédéon qui vit encore, il y a qui encore, il y a Robert Doussou, ils étaient encore assez jeunes, de la FEAN, enfin étudiants, ils étaient encore à l'extérieur. Donc, tout ce monde, et puis Shaw, qui refuse de parler. Donc, il y a beaucoup qui sont de l'époque. Donc, les ligueurs, la Jude, les Jeunesses Unies du Dahomey, la Ligue patriotique. Donc, ils sont un certain nombre à accepter, à doubler en même temps les jeunes militaires et à entrer en négociation. Après, ils se sont opposés sur le principe, est-ce qu'on participe ou on ne participe pas. Certains ont voulu participer au pouvoir pour mieux contrôler. D'autres ont dit non, pour les contrôler, il faut qu'on reste en dehors. Et tout ça a fait qu'ils se sont effrités. L'armée a fait son choix et le 30 novembre 1972, il y a eu ce qu'on appelait le discours programme. Et qui a permis un peu aux révolutionnaires, aux militaires, donc de tracer leur ligne. Ça nous a conduit aux trois glorieuses, 30 novembre 72, 30 novembre 74, où on a fait l'option de l'idéologie marxiste-léniniste, et 30 novembre 75, où on a devenu République populaire du Bénin. Ces dates ne peuvent pas disparaître dans le moment de notre histoire. On doit les enseigner à l'école, on doit les marquer. Quand on parle de l'étoile rouge aujourd'hui, son histoire, c'est là. Son histoire, il faut remonter au 30 novembre 114, avec l'option marxiste-léniniste. Quand on parle de la place des bâtis, ce qu'on appelle place de souvenirs aujourd'hui, son histoire, c'est remonté au 7 janvier 1977 avec l'agression entre griffes armées impérialistes à l'époque. Donc, voilà un peu un certain nombre de ces dates que la conférence nationale a balayé, à mon avis, abusivement, et qu'il faut, à mon avis, qu'il faut ramener pour que la jeunesse connaisse d'où nous sommes partis, comment on a trébuché plusieurs fois et comment on a à chaque fois remonté la pente. Et si on doit ramener cette histoire-là dans les écoles, comment il faudrait procéder? Dans l'histoire, il faut leur enseigner. Je pense déjà qu'il faut que ces dates-là figurent dans nos calendriers. Qu'on dit journée, souvenir, en France, quand vous regardez la France, qui est quand même, nous parlons français, qui est notre modèle linguistique, culturel, presque tout ce qu'on dira. Mais ils célèbrent, ils commémorent beaucoup d'événements. Mais pourquoi ils les commémorent? Pas parce qu'ils valident tout, mais ça fait partie de leur histoire. Donc, nous devons marquer chaque pan de notre histoire. On ne peut pas les marcher dessus. Parce que, vous savez, en octobre 63, l'armée a pris le pouvoir. Parce que, avec Magaé et Apiti, ça n'allait plus. Il y a eu des révoltes à Porto-Novo. Mais tout ça, il faut que l'histoire le retrace. Pourquoi le gouvernement à Aoma Degbe et Apiti a échoué en 1965? Pourquoi Zissou a été porté au pouvoir alors que c'est un autre qui a été élu? Pourquoi Zissou a voulu se démarquer des militaires aussitôt qu'on l'a amené? Et pourquoi les militaires lui ont repris le pouvoir? Pourquoi les élections de début de 70 ont été annulées? Pourquoi on a mis le Mozambique à trois têtes? Pourquoi il y a eu la révolution de 72?
Et pourquoi ça a duré de 72 à 90? Et pourquoi ça a échoué en 90? Voilà les questions. Si on répond à chaque question, vous allez voir que chaque date a sa valeur. La constitution du 26 août 77, combien de personnes la connaissent? C'est une constitution démocratique. Le processus qui a fait valider la loi fondamentale est un processus démocratique, participatif. Et je mets au défi qui peut dire le contraire. Après, ce n'est pas la démocratie libérale du type français, du type occidental, non. Mais la démocratie n'est l'apanage d'aucun peuple, d'aucune partie de chacun. Il y a les fondamentaux. Après, il y a les déclinaisons selon la réalité. Je dis la constitution du 26 août 1977, la loi fondamentale, était une constitution bien rédigée, bien équilibrée, seulement qui était axée, qui avait un socle. Le socle, c'était quoi? C'était le marxisme, le léninisme, le parti de la Révolution populaire du Bénin, qui était la superstructure. Donc cette constitution, cette loi fondamentale était assise sur la superstructure qui était le PAPB. Donc c'est tout le problème. Donc quand en 89, tout ça a été chamboulé et que le parti ne dirigeait plus l'État, au thème des réunions des organes centraux du parti et de l'État, la Constitution est devenue inopérante. On ne peut plus l'utiliser. Tout la conférence nationale. Alors, quand on revient à tout ça, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a eu des grands moments. Aujourd'hui, il faut que les gens retrouvent peut-être les documents là, lisent l'organisation de l'État, ce qu'on appelait les organes locaux du pouvoir d'État sous la Révolution, était le pouvoir à la base réellement. Les conseils révolutionnaires locaux étaient des organes qui étaient décisionnels, mais dans les mains des populations, et ainsi de suite. Alors, je ne fais pas l'apologie du système du parti unique, mais je ramène l'histoire à son niveau, et que nous regardions dans notre histoire des aspects qui ont pu fonctionner, qui ont pu bien fonctionner. La justice n'était pas dite que par des professionnels de la justice, parce qu'il y avait des juges populaires non professionnels, des sages qui avaient des regards, qui avaient la connaissance de certaines matières que le juge, lui, n'a pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'étudier le droit pour tout maîtriser. Il y a des pratiques sociétales. Donc il y avait ce qu'on appelait des juges populaires non professionnels. Tout ça, on l'a jeté en 90 au nom de la conférence nationale et on a rebâti un peu sur des notions que nous, beaucoup ont du mal même à assimiler. Vous avez vu tout récemment quand des députés même qui ont voté des lois sont là même à se chamailler avec l'organe qui doit exécuter la loi. Vous trouvez que c'est quand même malheureux. Il faudrait quand même ils ont voté la loi et ils n'arrivent même pas à savoir le code. Et même à l'application, même ne se comprennent pas. C'est quand même dommage. On doit venir à des proportions des choses que nous pouvons utiliser. Donc, c'est pour vous dire, il n'avait pas de magnifier. Et on peut rester neutre et évoquer ces moments-là. Je suis en 72, on ne dit pas du Mathieu Kérékoué, c'est un héros. Non, je n'ai jamais dit ça. Mais il était un témoin d'une histoire, il était attirant d'une histoire. Il faut marquer ce jour-là, à changer notre destin. Les trois glorieuses, voilà pourquoi on est arrivé là. Et quand vous ne comprenez pas les trois glorieuses, vous ne comprendrez pas la loi fondamentale de 77. Et si vous ne connaissez pas la loi fondamentale, vous ne comprendrez pas ce qui s'est passé en 89-90. Et donc, vous allez répéter comme beaucoup, un peu comme des perroquets, l'historique conférence nationale, l'historique conférence nationale, l'historique conférence nationale. Non, il faut comprendre d'où on est venu pour savoir si la conférence nationale était vraiment historique. Avec quel acteur venu d'où, envoyé par qui, pour quelle décision. Vous vous rendrez compte qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur le pays. Un peuple qui n'a pas d'histoire, le peuple lui-même n'a pas de destin, n'a pas d'avenir. Donc voilà. Alors, quand on fait un peu l'analyse, quand on regarde tout ce qui s'est passé de 72 à aujourd'hui, on parle de la réforme du système partisan. Est-ce qu'il faudrait vraiment féliciter cette réforme-là qui un peu tarde aussi à prendre avec la dizaine de partis que nous avons? Écoutez, 72, c'était effectivement le point de départ. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on ne peut pas ignorer 72, comme vous l'avez dit. Alors, la réforme du système partisan, est-ce que c'est un échec ou c'est
C'est un grand succès, Angèle. C'est un très grand succès. On voulait moins de partis, en tout cas de grands regroupements. On a quitté Là, 200, 300 partis. On n'en est qu'à 10 ou 12. Même une quinzaine de partis ne doit pas vous faire frémir. Mais ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut observer, et surtout, là où je vous donne rendez-vous, c'est lors des prochaines échéances. On n'ira pas à 12 partis. On n'ira pas à 10 partis. Parce que ces partis disparaîtront s'ils ne donnent pas, il ne faut pas leur prendre sur le terrain. Regardez, Moël Béné a été recalé pour 2 élections. Oui. Est-ce qu'il peut continuer à être un parti dans 5 ans s'il rate le 2023 par exemple? Voilà une question. Donc, est-ce que Moël a un avenir? Je ne sais pas. C'est aux dirigeants de Moël Bénin, au regard des discussions de la charte des partis, de décider. UDBN, est-ce qu'il a un avenir dans sa forme actuelle? C'est non. C'est d'autant plus non que, comme le PMD, s'il ne se rebâtit, s'il ne se refonde, s'il ne se reconstruit, s'il ne se mettent pas à la valeur, à la taille des autres, ils vont disparaître. Parce que simplement, les partis appartenant des individus, les partis propriété unipersonnelle sont voués à disparaître. Ça, c'est déjà le succès de la réforme du système partisan. C'est déjà ça. Donc, on n'est qu'à 2 ans de l'application. On a déjà 2 partis dominants. On a un 3e. Donc, on a 3 partis qui supplomtent déjà UP, BR, FCB. Les démocrates, ceux qui ont tiré le système vers le bas avant, pour ceux qui n'ont pas voulu du système, ceux qui n'ont pas voulu du changement, ceux qui ont tout fait pour l'empêcher, aujourd'hui font tout pour se maintenir, pour exister. Parce qu'ils ont vu que cette affaire se passera sans eux. Ils se battent. Ils peuvent prendre le lead. Ils peuvent, les démocrates, s'ils travaillent effectivement le terrain, au lieu de... en tout cas, s'ils travaillent effectivement le terrain, vous allez voir qu'ils auront leur électorat également. Et donc, on pourrait travailler, on pourrait tourner autour de 5 maximum. Sans que personne ne les limite. Mais 5 au regard des réalités du terrain après les élections. Et là, les élections législatives de 2023 et les élections générales de 2026 vont tout mettre en ordre. C'est-à-dire que les grands rendez-vous, c'est les élections législatives de 2023 et les élections générales de 2026. L'élection de 2021, ce n'est pas une élection partisane, c'est une élection individuelle, la présidentielle. Il faut aller chercher des parrainages, mais ce n'est pas les partis qui présentent nécessairement. Je peux être candidat libre, l'essentiel est que j'arrive à avoir 15 et 10% de parrainage, donc 16 parrains, députés ou maires, et donc ça va pouvoir aller. L'autre actualité, toujours par rapport à cette semaine, ce sont les consultations de la Sénat qui était à l'Assemblée nationale après Aboykan puis à Parakou, toujours pour expliquer comment elle compte appliquer la modalité. Mais il y avait une question importante d'un des maires là, à Aboykan. Qu'est-ce qui arriverait si on se retrouvait avec un seul duo pour la présidentielle? Non, il n'y en aura pas. Qu'est-ce que la Sénat, c'était la question qui a été posée. D'abord, ce n'est pas la Sénat de Jésus, c'est un candidat à la Sénat. C'est un dieu. On va se référer au niveau des cours. Non, non, du tout. Une élection, tant que c'est ouvert à tout le monde, on ne peut pas aller supplier les gens d'être là. Puisque le paysage, actuellement, tout le monde s'oriente vers le président pour sa candidature en 2021. Il faut sur le terrain. Oui. Il faut qu'il travaille et qu'il demande ses parrainages. Pourquoi n'aurait-il pas de parrainage s'il travaille et qu'il va convaincre les parrains? Donc lui déjà, lui ne soutient pas le président Talon. Déjà que lui, les démocrates, ils veulent être candidats. Ils n'ont qu'à travailler. Le FCBE, ils ont dit clairement qu'ils vont négocier des parrainages. Mais s'ils négocient, pourquoi n'aura-t-il pas de parrain? Moi, je ne crois pas. On n'aura pas un seul duo. C'est une théorie d'école. Il n'y en aura pas. Et si on s'est retrouvé à 2 partis en 2019, c'est parce que les FCBE de l'époque ont mal joué, ils voulaient bloquer. Ils ont tout fait pour tout bloquer. Et on était à 2 doigts d'un accord au Parlement. Quand ils ont signé, ils sont revenus le lendemain pour dire qu'il faut donner le résultat à tout le monde. C'est eux qui ont fait en sorte que tout ça a échoué. Donc, on ne peut pas avoir. Le président Talon lui-même n'accepterait pas d'aller à l'élection. Ce n'est pas possible. Et comme il y a des candidats annoncés, c'est à eux de travailler pour avoir des parrainages. Et s'ils travaillent, ils doivent l'avoir. J'ai écouté, Ordonne la date dit qu'il est prêt à donner son parrainage à quelqu'un qui n'est pas de son parti. Okonlola l'a même dit. Voilà. Donc beaucoup de personnes le disent, mais ils n'ont qu'à tenter.
Ah, les types tentent pas. Vous voulez être président de la République. Vous n'êtes pas en mesure d'aller convaincre 10% de l'électorat et des pareils possibles. Vous ne pouvez pas convaincre 10 députés et 16 députés ou 16 maires, ou 16 députés et maires. Si vous ne pouvez pas en mesure de le faire, vous n'avez pas la carrure d'être président de la République. Le président de la République doit gérer, comme le Patrice Talon, gérer toutes les crises qui ont eu lieu. Avant lui, il y a eu Aïboni, avant lui, il y a eu Kérékou. Il faut gérer les crises. Que vous ne pouvez être président de la République si vous ne savez pas gérer les crises. Vous ne pouvez pas réunir les hommes. Vous ne pouvez pas. Donc, la différence, c'est là. Et donc, quand vous comparez Soglo, Kérékou, Talon et Yaye Talon, c'est dans le management des hommes. Le président de la République doit être un homme au-dessus de la mêlée, un chef d'orchestre, un guide, hein, quelqu'un qui sait rassembler, mais qui sait prendre des décisions. Mais commencez déjà par montrer qu'on est là, convaincre les gens même qui ne sont pas de votre bord en disant, moi, je veux, voilà ma lecture du pays, voilà ma vision du pays. Patrice Talon fait ça, mais moi, je propose telle alternative. Ils n'ont qu'à le faire. Et s'ils ne le font pas, on va dans la théorie d'école du genre, s'il y a un jour, on est en hypothèse, à longue réalité. Les gens n'ont qu'à acquérir les parrainages et on verra bien qui va. Ils n'ont qu'à travailler. Pour moi, j'estime que quelqu'un qui veut exercer la haute fonction du président de la République doit être en mesure de convaincre. Si vous ne pouvez pas convaincre, vous ne pouvez pas être président. On va terminer avec cette marche des femmes pour la paix, une marche initiée donc pour la faire réclamer le pain, etc., qui a finalement eu lieu. Oui, ça devrait avoir lieu. Ça aurait été une grosse erreur de ne l'avoir pas. Et je pense qu'il faut saluer la clairvoyance du préfet et du ministre, et également la flexibilité du maire Luc Atropo. C'est son premier test. Je pense qu'il s'en est sorti, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui, 1er novembre, tout le monde est content. La marche a eu lieu. Tout le monde, les femmes même étaient contentes. Alors donc, la paix soit alors. Et justement, c'est sur ce mot qu'on va conclure. Agapit Napoléon Maforican, je rappelle que vous êtes consultant politique, consultant médias, communication, expert électoral et expert en gouvernance. Exactement, ici, consultant politique sur le plateau de ETL, avec Océan et le matinal. Alors, est-ce qu'il faudrait vous demander un mot pour conclure? Non, le débat est dynamique. Donc, juste dire simplement que Patrice Talon est aujourd'hui incontestablement l'homme de la situation dans le cadre de ce que moi j'ai appelé la longue transition dans laquelle nous sommes lancés depuis 2016. Oui. Et que même s'il faut ouvrir des horizons pour les nouveaux candidats à cette haute fonction, j'espère bien que les grands partis, le PBR, plus les autres Moël, le UDBN, plus peut-être pourquoi pas le PRD, plus les autres mouvements travailleront pour que progressivement que l'image Talon se renforce encore. Et ceux qui parlent du président impopulaire se rendent à l'évidence que c'est une manière de parler. Quand le président dit qu'il a travaillé même au plus de sa popularité, quand certains disent président impopulaire, vous n'avez pas sillonné le pays. Ceux qui ont sillonné le pays vous diront que le président n'est pas impopulaire. C'est sur les réseaux sociaux peut-être qu'il est impopulaire, mais encore quels réseaux sociaux. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup de parrainage. Pour moi, que ceux qui ont demandé le parrainage, qui arrivent à convaincre qu'on leur donne le parrainage pour que la victoire du président Talon en 2021 soit nette, claire et que nul ne puisse dire si j'avais eu mon parrainage, je l'aurais battu. Donc, c'est dans cette phase de commencer. Le BR a lancé, a rejoint le grand mouvement. On attend l'UP. Et donc, je pense que le pays a besoin de cette grande phase de transition pour se relancer d'ici à l'horizon 2026. Alors, le décryptage de ce 1er novembre, mesdames et messieurs, ce sera tout une coproduction, je le rappelle, de ETL, Océan FM et le Matinal. Merci donc de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles au programme de votre chaîne.